V8 Passion, le seul magazine québécois sur les autos américaines classiques et modifiées, est fier de vous présenter Passion Auto Rétro. Cette semaine, à Passion Auto Rétro, on accueille Mathieu Ziska qui nous fait toute une surprise. Cette semaine, il nous parle des beaux encans dans le monde. En fait, on va démystifier tout d'abord l'encan, Mathieu. Un encan, généralement, les gens comprennent ce que c'est, mais un encan automobile, c'est quoi exactement? Bon, un encan automobile, évidemment, ça s'adresse à l'automobile. Il y a des encanteurs qui sont spécialisés dans l'automobile. Parmi les plus gros, il y a Barrett-Jackson, là, qu'en général, tout le monde connaît. Ça, c'est une compagnie de Scottsdale en Arizona. Eux autres, ils font des encans à Scottsdale, Palm Beach, Las Vegas, puis dans le Connecticut. Très connu. Après ça, il y a Mecum. Mecum, c'est le plus gros encanteur. Lui, il est basé au Wisconsin. Lui, il fait c'est lui qui a le plus grand nombre d'encans. C'est lui qui présente le plus de véhicules. C'est lui également qui fait le plus de ventes. Et son plus gros site d'encans, c'était à Kissimmee, en Floride. Ensuite, il y a Arcurial. Arcurial, c'est une compagnie française de Paris. Eux autres, ça a commencé, c'était une galerie de livres. Ils ont commencé à faire des encans de livres, puis par après, ils sont tournés vers l'automobile. Mais ils font des encans d'œuvres d'art aussi. Est-ce qu'ils viennent aux États-Unis faire des encans? Ils viennent pas aux États-Unis. Juste en Europe. Ensuite, il y a Gooding & Company. Gooding & Company, eux autres, c'est les encanteurs qui sont attitrés à Pebble Beach. Eux autres, ils n'encantent pas ailleurs qu'à Pebble Beach. Mais à Pebble Beach, c'est pas mal la crème des véhicules qu'on voit là-bas. Il y a un encanteur en Europe, en Angleterre aussi, qui s'appelle Bonham. Ça, c'est un vieil encanteur qui a commencé en 1793. Hein? Eux autres, ils font des œuvres d'art et des automobiles. Et puis, il y a ARM Sotheby's. ARM Auction, c'est une compagnie de l'Ontario. C'est également le ARM Restauration. Eux autres, ils restaurent des véhicules. En 2010, ils ont acheté Cruise International, qui est un encanteur aussi. Puis, en 2015, Sotheby's a acheté 25 des parts de ARM. Alors, eux autres, ils ont des bureaux en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, puis en Angleterre. Ils font des encans à Auburn, aux États-Unis, à Palm Beach, en Italie, à Abu Dhabi, Paris, Amelia. Eux autres, c'est pas mal... En quantité, c'est pas les plus gros, mais en qualité, je dirais que c'est pas mal eux autres les plus dominants. Les meilleurs. Ils se déplacent comme ça partout sur les points centres de la planète. C'est les seuls qui font ça partout dans le monde, qui se promènent partout? Eux autres, ils vont partout au monde, oui. Tandis que Mecum, eux autres, ça reste aux États-Unis, Barrett-Jackson aussi. Là. ARM, là, c'est pas mal ceux qui se déplacent le plus. Puis comme je disais, le bureau chef est à Blenheim, en Ontario. C'est une compagnie canadienne. Dans notre prochain segment, là, on va attirer les gens, je suis sûr, on va parler des voitures américaines qui se sont démarquées à l'encan. Oui. Steve, dans le cadre du 10e anniversaire du Club des Crinqués, cette semaine, on voit ta voiture, qui est une voiture que tous les petits garçons ont rêvé d'avoir, une El Camino. Toi, à quel moment ça t'a allumé comme petit bonhomme? Comme tu dis, j'avais 12-13 ans, je vois cette voiture-là, une exposition par Chinois à Rimouski. J'ai vu, une voiture avec une boîte de pick-up, qu'est-ce que c'est? J'ai parlé avec le propriétaire, puis ça m'a donné le coup de cœur qu'une voiture unique comme ça, on n'en voit pas souvent. Fait qu'avec les années, là, je les voyais à quelques expositions, puis mon coup de cœur, c'était ça. C'est devenu ta voiture fétiche pour la vie, là? Ah oui. Puis depuis ce temps-là, c'est pas mal la seule voiture que j'aime à mon goût personnellement. Puis c'est un modèle qui est unique. Quand on se déplace, là, les gens se tournent la tête.
C'est une voiture, à l'époque où elle roulait commercialement, c'est une voiture où on voyait souvent les peintres avoir ces voitures-là, ceux qui lavaient les vitres, ceux qui faisaient des travaux légers. Maintenant, c'est rendu une voiture plus mythique. Tu l'as travaillé quand même un peu, tu as changé les couleurs. Tu as travaillé la voiture pour la rendre conforme à ta personnalité. Oui, c'est sûr. À mes couleurs, j'aime bien mes couleurs, rouge, silver et noir. Puis comme tu dis, c'était une voiture mythique, mais aussi qui travaillait dans le temps. Puis anecdote, c'était moi, j'étais un lettreur. Puis la voiture, elle a eu 2 autres propriétaires avant moi qui étaient des lettreurs. Fait qu'il y a une histoire à cette voiture-là qui est ça. La voiture qu'on a devant les yeux, elle a été modifiée par rapport à la version d'origine qu'on a ici. Décris-nous rapidement ce que tu as fait par rapport à la version de série. Moi, j'avais besoin d'une voiture. Bien, quand j'ai acheté la voiture d'un monsieur qui était comme lettreur avec moi, j'ai changé les couleurs, j'ai modifié l'intérieur, je l'ai mis, j'ai gardé le look vintage avec les petits trous 14 pouces, puis ça fait un petit cachet là, vintage. Puis la voiture, bien, j'ai mis de l'autocollant dessus pour montrer aussi mon métier que je fais. Puis je l'aime, puis c'est à mon goût, puis j'ai fait de quoi qui est unique. En terminant, tu as 4 échelles de plan de la voiture? Oui, honnêtement, bien, je suis un bricoleur. Fait que j'ai fabriqué une mini go-kart avec une carrosserie en fibre de verre comme la El Camino. J'ai une voiture téléguidée, j'ai un petit modèle réduit et aussi, j'ai fait un divan avec l'arrière d'un El Camino. C'est un peu une passion. Puis les El Camino, je pense que c'est ma 4e voiture, mais il y en a une qui roule, les autres, c'est des projets. En créativité, tu as vraiment la médaille d'or. En terminant, tu es en train de concevoir une remorque El Camino. Oui, j'ai trouvé la dernière, une voiture El Camino, le même modèle que moi, Super Sport, mais délabrée. Fait que je l'ai coupé en 2, je l'ai raccourci, j'ai enlevé 8 pieds de body, puis je suis en train de faire un trailer qui va être les mêmes couleurs que El Camino, puis je vais pouvoir mettre mes accessoires et mes autres voitures miniatures dedans. On la voit ici en modèle réduit, en prototype, mais elle va être réelle l'année prochaine. Oh oui, elle va être réelle l'année prochaine, puis je vais sillonner les routes du Québec pour faire l'exposer fièrement. Merci beaucoup. Merci, Eric. Bonne journée. Merci beaucoup. Le Club Les Crinqués de Québec vous a présenté l'exposition annuelle du président. Dans notre deuxième segment avec Mathieu Ziska, on combine Encamp et muscle car cette fois-ci. Oui. Des muscle cars qui ont dominé en Encamp. Exactement. Alors, le premier que je vous présente, c'est un Chrysler 300F 1960 décapotable avec une transmission 4 vitesses. Il y en aurait eu entre 7 et 15 de fabriqués avec une transmission 4 vitesses. Lui, il a été vendu par ARM Auction en Georgie en 2010 pour un montant de 437 250 $. Quand même appréciable. Oui. Le prochain, c'est une Dodge Charger Daytona EMI 1969. Il y en a eu 20 de produites. Celle qui s'est vendue à Kissimmee, en Floride, en 2015, avait 6 435 000 au compteur. Elle s'est vendue 900 000 $. 900 000. 900 000. Les prix que je donne, c'est des prix américains. Là. Aïe, aïe. Puis pourquoi elle prend autant de valeur par rapport au reste? Bien là, il y a du lot? le millage, il y a la quantité produite, l'état du véhicule, la demande. Évidemment, les autos à l'encan, c'est toujours selon l'offre et la demande. Tu as beau avoir un véhicule qui n'est pas rare, s'il y a une grosse demande, il va valoir cher. Il va monter en prix. Exactement. Le prochain, c'est un Plymouth Cuda EMI décapotable 1971. Évidemment, on voit ces véhicules-là à nos encans. Mais celui-là, il s'est vendu à Mecum à Seattle en 2014 pour 3 500 000 $. Ça n'a pas de sens. Rareté encore. Rareté, l'état du véhicule, souvent, c'est le millage, le kilométrage là, qui fait que... puis le match number, comme on dit, là, le bon moteur avec la bonne carrosserie. Il faut vraiment avoir la combine. C'est comme une 649. Exactement. La combine parfaite, avoir la combine parfaite. Ensuite, une Chevelle 70, des véhicules qu'on voit régulièrement, avec l'option LS6, qui est le gros moteur, 454. À Mecum, en 2013, elle s'est vendue 1 150 000 $. Ensuite, on va passer un Mustang Shelby GT500 Super Snake 1967. Elle s'est vendue à Kissimmee en 2019. C'était un prototype, celui-là, qui a servi pour la compagnie Goodyear pour les pneus. Ça s'est vendu 2 200 000 $.
Puis on peut présumer avec le film Ferrari et Ford qui est présentement... Elle va peut-être prendre la valeur. C'est ça, on crée de l'engouement, non plus de demandes, on fait monter les prix encore. Exactement. OK. Le prochain, c'est une Pontiac GTO de Judge Ram R4, décapotable, 1969. Elle s'est vendue par RM à Gainesville en 2010 pour 682 000 il y avait un 400 pouces cubes de 370 chevaux. Il y en aurait eu 5 de fabriqués là, avec cette combinaison-là, le moteur, couleur, enfin, toutes les options qu'il y avait dedans. Puis la base de GTO, c'est déjà en demande à la base. C'est déjà en demande. Oui. Alors, le prochain véhicule, c'est une Facel Vega HK2 1964 qui a été vendue par Bonham à Londres. Elle, je vous la en 2013. Elle, je vous la présente parce qu'elle a appartenu à Ringo Starr. Il y en a eu 184 de produites de ce véhicule-là, dont 26 avec des conduites à droite. Elle s'est vendue 570 366 canadiens. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Facel Vega, c'est l'équivalent d'une Rose, mais française. Exactement. On peut-tu dire que tu en as une en reconstruction? On peut dire ça. OK, on continue. Ensuite, je vous présente un véhicule qui était révolutionnaire dans le temps. C'est une Pierce Arrow 1933. Une Silver Arrow, ça s'est vendu par RM Sotheby's à New York en 2015 pour 3 740 000 Elle a été exposée au Chicago World Fair of Progress en 1933. C'est un V12 de 427 pouces cubes de 160 chevaux. Il y en a eu 5 de ces véhicules-là. Celui-là, c'est le numéro 3. Quand même, le nombre de chevaux pour l'époque, je comprends que c'est une grosse cylindrée, c'est quand même pas mal de chevaux pour l'époque. Oui. Le prochain véhicule, c'est une Maserati 1961, une 5000 GT, qui a été fabriquée par Ghia. Elle a été vendue par ARM à Monterey en 2019 pour 533 000 Il y a eu 34 de ces véhicules-là de fabriqués. Celui-là, c'est le numéro 1. Elle a été fabriquée pour Fernandino Innocenti. Ça, c'était le propriétaire des scooters Lambretta. Un Italien, bien sûr. Un Italien. Manquez pas le prochain segment, on parle des records en encas. Monsieur Gamache, vous avez un véhicule de service qui est assez extraordinaire. On a un châssis de Cadillac dans les années 50 qui sont parmi les plus belles carrosseries que Cadillac a fait. Mais on réussissait quand même à faire des véhicules de service qui étaient jolis et intéressants également. Oui, absolument. Il y avait une compétition entre... Il y avait trois grands transformateurs de ces véhicules-là aux États-Unis. Et ils rivalisaient entre eux pour créer un design, tout ça, pour donner un style à ces véhicules-là. Oui. Votre véhicule qu'on a ici aujourd'hui devant nous, est-ce que c'est un véhicule que vous avez retrouvé entièrement restauré? Non, je l'ai acquis en 99. C'est quelqu'un qui l'avait rapporté de Edmonton. À l'origine, c'est une ambulance qui était sur une base militaire, alors à très peu de millage. Et puis, le gars de Frampton en Beauce, c'est M. Poulin. Il avait acquis le véhicule comme station wagon. Et puis, il s'est revenu ici au Québec avec ça. Il était, comment dire, pas en ambulance. Il était comme peinturé un peu là, à bonne franquette là, pour le mettre comme ça. Alors, il est descendu ici au Québec, puis il a été 20 ans à juste le partir un petit peu pour l'entretenir, mais sans le plaquer. Alors moi, quand je l'ai acquis, ben là, on l'a plaqué au Québec, puis on l'a fait restaurer aussi. Est-ce que c'est très difficile de retrouver tous les objets qui faisaient partie intégrante de la voiture? Dans mon cas, je te dirais que tout était là. L'intérieur est original, tous les sièges, ainsi de suite. J'ai la chance qu'on a une entreprise funéraire qui offrait à l'époque le service d'ambulance. Alors l'oxygène, je l'ai ajouté. On a mis une petite pharmacie un peu pour démontrer un petit peu le côté rudimentaire d'équipement qu'il y avait à l'intérieur. Les ambulances ont beaucoup évolué au cours du dernier siècle. Au début du siècle, c'était les modèles T, je pense, qui transportaient les gens à l'hôpital. Hein? Ah, ben tu vois, j'avais eu même des ambulances à chevaux à l'époque. Et puis ça, ben, dans les années 50, c'était les mêmes compagnies qui fabriquaient les corbillards, parce qu'on voit bien hein, que c'est une ligne de corbillards. Alors, tout ce qu'ils faisaient sur ces modèles-là, c'est qu'ils mettaient des clignotants intégrés. Alors, c'est ce qui faisait que ça, c'est vraiment une ambulance. La plupart, il n'y avait pas. Les clignotants étaient amovibles complètement. Alors, ils pouvaient, entre une funéraille et une urgence, transformer ça en 5 minutes en ambulance.
Pour explorer l'excellence, ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Mario, cette semaine, en conclusion de notre série sur l'histoire des jouets, on va parler de Tonka, mais au Canada. Oui, en 1964, on a eu la production qui s'est faite ici au Canada. Les Canadiens ont également fabriqué leurs propres pièces en plastique injectées. C'était plus économique que la tôle emboutie. Néanmoins, il y a eu des pièces aussi faites en acier. Mais les matrices d'emboutissage ou d'assemblage, si on veut, étant très chères à réaliser, Tonka transférait en cas de besoin les outillages de El Paso vers le Canada. OK. Puis après avoir créé un stock suffisant, on rapatriait les matrices aux États-Unis. Ah bon, on servait les mêmes matrices pour faire les deux productions. Exactement. C'est brillant. Et la finition de peinture assemblage de certaines pièces métalliques fabriquées aux États-Unis aurait été sous-traitée au Canada également. Et la fabrication canadienne a stoppé au milieu des années 80. Tonka, Mario, a également fabriqué en Nouvelle-Zélande. Oui, de 1950 à 1970, la Nouvelle-Zélande avait restreint beaucoup l'importation de tous les produits avec des taxes très lourdes. Donc, les constructeurs de jouets avaient installé leur usine directement sur le territoire, dont Tonka a fait de même. Et on a produit des Tonka pendant 20 ans en Nouvelle-Zélande. Donc, si vous possédez un jouet identifié à Tonka, mais Nouvelle-Zélande, vous avez un jouet quand même assez rare. Parce que c'était vraiment destiné au marché local et australien et non pas au marché américain ou canadien ou ailleurs dans le monde. Donc, les pneus des Tonka à surveiller. Oui, bien, c'est marqué sur le pneu, vous allez le voir, New Zealand. Merci beaucoup, Mario. C'était super intéressant. On a appris beaucoup sur Dinky Toys et Tonka, des grandes compagnies vraiment importantes dans le monde du jouet. Et on peut également retrouver tout ça sur le super site de Passion Tour Rétro. Effectivement, tout va être là en ligne, les textes et les photos, il va y avoir plus de contenu un peu. Alors, on invite les gens à visiter le super site de Passion Tour Rétro. Merci beaucoup, Mario. Super intéressant. Merci. De retour avec Mathieu. Mathieu, le troisième segment, la cerise sur le gâteau, les records. Les records. D'abord, dans les 50 véhicules les plus dispendieux qui ont été vendus à Lancan, il y a 29 Ferrari. Fait que là, on ne s'étonnera pas de ça. Là. C'est vraiment les véhicules qui ont la cote à Lancan. C'est très dominant, hein? Alors, le record, c'est une Ferrari GTO 1962 qui a été vendue par RM à Monterey en 2018 pour un montant de 48 405 000 48. Ça, c'est le numéro 3 de 36 véhicules qui ont été fabriqués. Celui-là, c'est le plus authentique. C'est un véhicule qui a eu 15 victoires en course de 1962 à 65. Donc, c'est un véhicule qui a couru, fait qu'il y a la légende qui suit un peu la valeur. Exactement. En deuxième position, c'est une Ferrari GTO Berlinetta 1962. Elle a été vendue par Bonham à Carmel, en Californie, en 2014. Elle s'est vendue 40 338 000 Et l'encan s'est déroulé un peu comme une partie de tennis, là, avec des silences, des cris, des applaudissements. Un show. Un show. En troisième position, c'est encore une Ferrari. C'est une 1957, une 335 Sport Scagliati. A été vendue par Arcurial à Paris en 2016 pour 37 281 000 Ce véhicule-là a été victorieux au Grand Prix de Cuba en 1958 avec Sterling Moss comme pilote. Et elle a aussi participé aux 24 heures du Mans. Ferrari n'aurait pas eu de difficulté financière dans les années 60 s'il avait vendu ces prix-là, en tout cas. Non. Ensuite, en quatrième position, c'est une Mercedes 1954 W196. Elle a été vendue par Bonham à Sussex, en Angleterre, en 2013 pour 31 835 000 Elle a été victorieuse au Grand Prix d'Allemagne et de Suisse. Puis ce véhicule-là a été piloté par Juan Manuel Fangio, qui est un réputé pilote de Formule 1. En huitième position, là, je décale un petit peu pour voir d'autres sortes de véhicules que des Ferrari. En huitième position, une Aston Martin DBR1 1956 qui a été vendue à Monterey, en Californie, pour 22 550 000 C'est un véhicule qui a été victorieux aux 24 heures du Mans en 1959. Et puis, elle a eu 3 victoires consécutives au début de la saison 59. C'était la préférée de James Bond à l'époque, ça. Aston Martin, oui. En 11e position, on a une Jaguar D-Type 1955 qui a été vendue aussi à Monterey, en Californie.
pour 21 780 000 C'est un véhicule qui a été victorieux aux 24 heures du Mans en 1956. Puis il y a 2 particuliers seulement qui ont possédé ce véhicule-là, excepté l'écurie Écosse. Il y a eu les E-Type qu'on a plus vu, celui-là plutôt très rare. Ouais. Exactement. Là, Mathieu, on va se diriger un peu plus vers les Américaines. Oui. En 10e position, une Duesenberg SSJ 1935 qui a été vendue à Pebble Beach par Gooding & Company en 2018 pour 22 millions. Ce véhicule-là a appartenu à Gary Cooper et on en a fabriqué seulement 2 avec des empattements courts. Ensuite, en 31e position, on trouve une Shelby Cobra 1962 qui a été vendue par Sotheby's à RM en 2016 à Monterey pour 17 750 000 Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Les Shelby Cobra, on en voit beaucoup, mais ce sont des répliques. Oui, exactement. C'est le véhicule le plus copié au monde. Alors, celui qui s'est vendu à Monterey a appartenu à Carroll Shelby. Lui-même en personne, oui. Ça donne une valeur sentimentale de plus. Hein? En 43e position, un véhicule qui fait la manchette de ce temps-ci, c'est une Ford GT40 1968 qui a été vendue par RM à Monterey pour 12 400 000 C'est la première de 3 véhicules légers en fibre de carbone. Il en reste 2 dans le moment. Ce véhicule-là a été piloté par Jackie Hicks, un pilote bien connu. Un pilote anglais, je crois. Anglais, exactement. Pour faire un peu le parallèle avec l'histoire de Ford et Ferrari, c'est justement sur cette voiture-là qu'on a construit la compétition. Exactement. Pour terminer, je voudrais vous en présenter un autre là, qui est dans un état assez pitoyable, mais qui s'est quand même vendu assez cher. Cerise sur le gâteau, parce que même que les gens voient l'image, ils vont se poser des questions. Exactement. Ça, c'est une Talbot Lago T26 Grand Sport qui a été fabriquée par Jacques Sauchick à Paris. Une 1949. Elle a été vendue par Arcurial à Paris en 2015 pour 1 908 366 $. C'est un véhicule originalement qui avait été exposé dans plusieurs salons puis qui était destiné à devenir une pièce maîtresse de Talbot Lago. En tout cas, on peut dire que la voiture à ce prix-là doit être match number. Je sais pas si c'est un match number, je sais pas s'il reste un numéro après. Là. En tout cas, il y a de l'ouvrage à faire, mais rien n'empêche que... Quand même 1 908 000 $ pour un véhicule que plusieurs enverraient carrément à la casse. Oui, complètement. Ouais. Ce véhicule-là provenait de la collection Bayon qui a été trouvée en 2015. Il y avait 49 véhicules, puis ils étaient à peu près tous dans cet état-là. Moi, je vois quelques heures de restauration dans le projet. Exactement. Mathieu, je te remercie beaucoup. Tu nous as appris des choses que peu de gens savent. Super intéressant. Merci pour la présentation. Merci. L'Exposition internationale d'auto de Lévis est fière de vous avoir présenté ce segment d'émission. Monsieur Caron, l'autobus dans lequel on est présentement, c'est une série d'autobus qui était faite par GMC, General Motors à l'époque. C'est une série qui existait de quelle année à quelle année? En fait, General Motors en a construit de 1959 à 1986. Grosso modo, il y en a eu environ 46 000 de produits de différentes grandeurs. 40 pieds comme celui dans lequel on se trouve. Il y a eu des 35 pieds et des 30 pieds aussi exactement qui ont été faits par la compagnie. L'aménagement intérieur était typique aux besoins des clients ou c'était standard? C'est ça, c'est que chaque client décidait de la configuration à l'intérieur du véhicule. Il y a eu des véhicules aussi qui ont été faits de type suburbain, le suburban. Vous aviez une transmission manuelle et vous aviez les sièges un peu comme un coach d'aujourd'hui. Les sièges étaient tous face vers en avant avec un plancher surmonté. Et souvent, ces véhicules-là n'avaient pas de porte à l'arrière. Alors, il y avait des véhicules faits un peu plus pour l'interurbain. Puis, tu avais ce modèle-là aussi, comme un peu plus à vocation urbaine, avec la configuration que la compagnie ou la société de transport choisissait à ce moment-là. Dans les fins des années 50-60, conduire un véhicule comme ça, c'était pas de tout repos, là. C'était pas facile, hein? Bien, en fait, c'était pas évident pour les chauffeurs, puis je leur lève mon chapeau aujourd'hui parce qu'autrefois, il n'y avait même pas de miroir en avant à droite. Et la direction n'était pas assistée, donc il fallait nécessairement faire plus qu'un tour et demi comme on le fait aujourd'hui pour tourner le coin de rue. Ça prenait des bons bras, puis plus tu tournais souvent, plus ça prenait un bon exercice. Il y a beaucoup de chauffeurs qui ont eu des problèmes avec leur dos ou avec leurs épaules à cause de ces difficultés-là qu'ils rencontraient.
J'ai déjà vu un chauffeur être obligé de se lever un peu à mi-debout pour réussir à avoir assez de force pour tourner l'autobus parce que c'était trop difficile à tourner. J'ai eu l'occasion d'en conduire un identique à celui-là de l'année 72 à Montréal il y a quelques années. Il y en a un autre qui a été préservé et c'est toute une autre paire de manches de tourner un coin de rue là, avec le même véhicule, la même grandeur, mais avec un autre volant complètement. Toute une expérience à vie. Ah oui, j'ai bien aimé, là, mais de dire que je le ferais tous les jours, c'est une autre chose. Là. On voit que la direction assistée a son avantage beaucoup. C'était Éric Fortier. J'espère que vous avez apprécié. Au nom de toute notre équipe, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Cette émission vous a été présentée par Expérience Course Vintage. Sensations fortes et adrénaline garantie.